This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water. Did I hear you're shopping for a car? Because I've been at it for ages. Ugh, such a time suck, right? Not really. I bought it on Carvana. Super convenient. Oh, then comes all the financing, research. Am I right? Well, you can, but I got pre-qualified for a Carvana auto loan in like 2 minutes. Yeah, but then all the number crunching and terms, right? Nope. I saw real numbers as I shopped, found my dream car, and got it in a couple of days. Wait, like you already have it? Yep. Oh. Go to Carvana.com to finance your car the convenient way. Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Pour nous narrer l'histoire de l'univers, vous pourrez compter sur la verve de Willy Brahami, astrophysicien, ami, ancien prof, conférencier, pilote, bref, un touche-à-tout cosmique et de ses années d'expérience de vulgarisateur pour vous emmener au-delà des possibles grâce à l'imaginaire. Alors prenez place et bon voyage dans Poussière d'étoiles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Poussière d'étoiles. Je dirais presque cette nouvelle saison, puisque comme nous l'avions annoncé dans l'épisode précédent, après avoir posé les bases de la compréhension de notre univers, du petit au très grand, aux théories, à l'inconnu, nous allons toujours grâce à l'imaginaire bien sûr voyager vers les mondes lointains, les mondes intrigants que sont les exoplanètes, avec cette question qui nous habitera tout au long de ces épisodes: y a-t-il de la vie ailleurs ? Sommes-nous seuls dans l'univers et la vie est-elle courante ou bien extrêmement rare ? Bref, vous conviendrez que quelle que soit la réponse, qu'elle soit positive ou négative, elle implique une énorme remise en question. Bonjour à tous, bonjour Maxence. Oui, on arrive à une question philosophique de base. Mais qu'est-ce qu'on fait là ? C'est quoi cette histoire ? Comment ça se fait ? Pourquoi sommes-nous ici ? Enfin bref, les questions philosophiques fondamentales que tout le monde, tout être humain, disons, un peu sensé se pose. Alors, la question, c'est vrai que il y a plusieurs possibilités. Sommes-nous seuls ? Existe-t-il la vie partout ? Alors, la première, elle est effrayante. Ça voudrait dire, rappelez-vous, quand on a parlé du nombre hallucinant d'étoiles et du nombre de possibilités de planètes, etc., qu'on serait seul dans cet univers, ça serait quand même quelque chose de complètement délirant, mais c'est probable, c'est possible, ça fait partie du domaine du possible. Deuxième possibilité, c'est que c'est tellement courant ce phénomène de la vie que la vie serait partout. Alors, les questions à ce niveau-là, on en reparlera sans doute. Pourquoi on n'en voit pas d'autres des gens ? Pourquoi on n'arrive pas à contacter d'autres choses ? Bon, on en reparlera, mais il y a quand même une chose qui est sans doute possible. Quand on parle de la vie, on va essayer de l'appeler autrement. On va appeler ça le complexe. Parce que la vie, c'est très difficile à définir, mais on va appeler complexe des choses qui s'assemblent et qui font des choses compliquées. Et puis qui finalement arrivent à communiquer, à se reproduire, à manger, à prendre de l'énergie, à fabriquer des choses, etc. On appellera ça peut-être la vie. Alors, voilà, on se posera tout ce genre de questions, mais les deux réponses sont folles. Nous sommes seuls, hallucinant. Nous sommes pleins, hallucinant. Donc on touche à quelque chose de fondamental. Voilà, Maxence. Et alors justement, comme tu le dis, Willy, ce complexe, qui est une chose très singulière et propre pour l'instant, en tout cas à notre Terre, mais comme tu dis, comment est-elle apparue ? Et on va observer, on va vous expliquer au cours des épisodes qui vont suivre que vous verrez, on a déjà eu l'occasion d'en parler, mais les mots poussière d'étoiles n'auront finalement jamais fait autant de sens, parce que si nous savons que, on va dire que notre mère, c'est notre étoile, qui est issue elle-même de gaz stellaires, d'autres étoiles, mais nous devons aussi finalement reconnaître notre paternité, et notre paternité des objets célestes que sont les supernovas ou les trous noirs, qui au cours de l'évolution de l'univers vont jouer un rôle de régulateurs, de protecteurs, qui vont permettre de répartir de manière homogène la matière dans l'univers, de réguler l'évolution des galaxies et de permettre de créer des conditions favorables à la création d'étoiles de type Soleil et puis donc de création de planètes favorables peut-être à la vie dans l'univers entier.
Alors, oui, c'est vrai, toutes ces questions vont être traitées dans les épisodes qui vont suivre, mais disons dans un premier temps, comme vous vous rappelez sans doute, dans Poussière d'étoiles, on a parlé beaucoup de comment a été fait l'univers, de quoi il était composé, quels étaient les objets qui peuplaient cet immense vide spatial. Bref, on avait jeté un coup d'œil à ça, et puis finalement on avait découvert aussi qu'on pouvait remonter dans le temps. Et on s'est aperçu que dans le temps, il y a très longtemps, il y a presque 14 milliards d'années, l'univers était d'une simplicité absolue. Finalement, peu à peu, le temps passant, eh bien, les choses commencèrent à se coller, à se complexifier. On arrive à fabriquer des atomes, puis des molécules, puis un peu plus tard, il y a eu des étoiles, enfin, etc. On reviendra un petit peu là-dessus, mais apparemment, à première vue comme ça, il semblerait que la notion de complexification des choses ferait partie de l'histoire de l'univers, c'est-à-dire au moment où ça a été allumé, que la première allumette a mis le feu aux poudres, entre guillemets, eh bien, il était prévu, plus ou moins, que le complexe allait arriver d'une façon quasiment inéluctable, c'est-à-dire quasiment obligé. Voilà. Alors justement, tu l'as dit, Willy, c'est vrai qu'au cours de ces dernières années, les scientifiques sont quand même arrivés à des découvertes assez stupéfiantes. Il y a quelques dizaines d'années seulement, on disait que les briques de vie du vivant ne pouvaient se former que dans des conditions particulières, assez rares. Or, on sait qu'aujourd'hui, certains éléments nécessaires à l'apparition de la vie sur Terre se forment directement dans le vide de l'espace ou dans les nuages stellaires, pourtant froids et austères, à moins 250 degrés, eh bien, les grains de silice au cœur des nuages vont interagir avec d'autres atomes pour former de l'eau, de l'ammoniac par exemple, et puis vont se complexifier à la naissance d'une étoile, lorsque cette étoile va apporter chaleur, des ions, des radiations, et va permettre une nouvelle série de réactions chimiques que les scientifiques savent reproduire en laboratoire, et qui permettent par exemple d'obtenir des briques de la vie terrestre comme les bases nucléides qui forment notre ADN par exemple. Oui, alors donc c'est vrai, les découvertes du siècle dernier, ou même enfin d'un peu plus, eh bien on a découvert énormément de choses assez étonnantes. Alors on a découvert, c'est très simple, il suffit de regarder avec un télescope et puis avec des spectrographes, cette espèce de truc qui ressemble à un prisme, on arrive à découvrir un peu la composition des choses. On connaît la composition des étoiles et on a découvert des choses assez dingues. Entre les étoiles, il existe des nuages interstellaires, des espèces d'immenses nuages glacés, très froids ou alors très chauds, et on a découvert qu'il existait des éléments, des molécules organiques. On a par exemple vu des immenses nuages de plusieurs années-lumière de diamètre contenant de l'alcool, par exemple, l'alcool étant une molécule organique très très commune. Et finalement, apparemment, dès la naissance des atomes, dès que les atomes ont réussi à être créés par assemblage de particules élémentaires, finalement il existait une espèce de Lego incroyable. Les atomes avaient le droit, avaient la possibilité de se connecter et de s'accrocher les uns aux autres pour fabriquer des trucs de plus en plus complexes, comme une espèce de Lego complètement dingue. Donc, pour arriver bien sûr à la brique fondamentale qu'est la vie, l'ADN, alors bon, très rapidement, cet ADN, c'est quoi? C'est une espèce de molécule organique qui a une espèce d'aspect particulier qui ressemble à une double hélice et qui ressemble un petit peu à une fermeture éclair, comme une fermeture éclair en hélice. Et elle a la possibilité de deux choses. Déjà, de choper de l'énergie autour d'elle, donc ça ressemble à de l'alimentation, et de se couper en deux pour se reproduire avec, donc d'un seul coup, grâce à cette molécule, conserver l'énergie et se reproduire. Ça ressemblait au début de la vie. Voilà, et on en a trouvé un peu partout. On en reparlera, je pense. Effectivement, on en reparlera, et vers quelle tendance les scientifiques vont aller se pencher? Est-ce que la communauté scientifique penche plus dans la balance de on est tout seul, ou au contraire, est-ce qu'on est plein? Eh bien, si on se penche sur les données scientifiques qui nous arrivent depuis plusieurs années, on peut être plutôt optimiste. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit Willy, il y a plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable sur toutes les plages et tous les déserts de la Terre. Et rien que dans notre galaxie, c'est déjà entre 100 et 300 milliards d'étoiles, rien que ça. Et donc, on a des bonnes raisons de penser qu'aujourd'hui, que chaque étoile abrite au moins une planète. Donc, il y a autant de planètes que, par déduction, de grains de sable sur Terre. Et donc, tout ça est en perpétuelle évolution. L'univers est une notion tellement impalpable que pour nos esprits, on peut essayer de ramener ça à des choses un peu plus complètes. Si vous clignez des yeux par exemple, vous l'avez sans doute fait il y a quelques secondes, un clignement d'œil dure environ un quart de seconde. Et donc l'univers est si immense
qu'on estime, c'est bien sûr des estimations, que le temps d'un battement de cils, 15 000 étoiles vont naître dans l'univers. Et rien que dans notre galaxie, ce sont une dizaine d'étoiles qui naissent chaque année. Donc c'est autant de chances possibles de voir émerger la vie sur ces nouvelles étoiles et donc ces nouvelles planètes. Et donc, au vu de la quantité énorme de ces étoiles, comme l'a rappelé Willy, et de ces planètes, même en prenant des statistiques extrêmement pessimistes, avec des chances d'apparition du complexe très très faibles, au vu du nombre de planètes dans notre système dans l'univers, ça reste non négligeable. Oui, c'est vrai, on peut voir les choses d'une façon optimiste ou voir les choses d'une façon pessimiste. Quoique pessimisme et optimisme là-dedans n'ont pas grand-chose à voir, finalement. Parce que pourquoi on peut être pessimiste, pourquoi on peut être optimiste? Parce que vu le nombre hallucinant d'étoiles et de planètes qui existent sur ce nombre gigantesque, il y en a bien une autre où la vie serait apparue. Bon, pourquoi pas? Mais là, on a un problème. Le problème, c'est que même si ailleurs la vie est apparue, le miracle, la chose assez incroyable, c'est que sur notre planète Terre, la vie est apparue il y a presque 4 milliards d'années, 3 milliards et demi d'années. C'est-à-dire la vie est toujours sur Terre depuis 3 milliards et demi d'années. Il est probable que la complexification des éléments pour fabriquer des choses de plus en plus compliquées, pour ressembler de plus en plus à des choses, à la vie, à ce qu'on pourrait appeler la vie, ce soit possible. Mais que ça dure aussi longtemps, c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire. 3 milliards et demi d'années, alors que finalement, on habite un univers, vous avez sans doute vu des tas d'images, où finalement, l'univers est extrêmement chaotique. L'univers oscille entre une température de moins 270 degrés jusqu'à plusieurs millions, voire milliards de degrés. Et pour que la vie apparaisse, c'est-à-dire pour que le complexe apparaisse, il faut que ce soit entre moins 50 et plus 50. Donc, la plage est infiniment petite. Même si ça peut arriver encore dans des tas d'autres planètes, pour que ça dure aussi longtemps, c'est là que c'est assez incroyable. Voilà. Alors maintenant que la possibilité arrive ailleurs, on pourrait se poser des tas de questions, bien sûr. Mais voilà, le côté optimiste et le côté pessimiste. Mais enfin, je vous avoue franchement que être seul dans cette histoire, c'est quand même effrayant. Et on parlera de tout ça bien sûr plus en détail au fur et à mesure des épisodes. On parlera du paradoxe de Fermi, de l'équation de Drake, etc. Si vous ne connaissez pas, eh bien nous vous en parlerons bien sûr. En tout cas, comme le disait Willy, effectivement, l'optimisme est plutôt de mise parce qu'il semble se profiler, plus on cherche et plus on s'aperçoit que l'apparition de la vie semble possible, en tout cas, ailleurs. On sait que les molécules donc organiques peuvent se créer de façon universelle. De la même manière, on se demandait si la formation de planètes était exclusive à notre système solaire. On sait aujourd'hui que c'est quelque chose de commun. Et en seulement quelques années, eh bien, nous en sommes arrivés d'un atlas d'exoplanètes d'une poignée à aujourd'hui, on a dépassé les 5000 exoplanètes connues. Alors, à travers ces 5000 exoplanètes répertoriées, si on met de côté, bien sûr, les planètes gazeuses qui ne nous intéressent pas trop pour la recherche de la vie, on va se concentrer sur les planètes telluriques, solides, eh bien, celles-ci qui nous intéressent, les scientifiques ont réussi, un peu comme les étoiles, à les regrouper, ces exoplanètes, en différentes classes par leur similitude. En 2 mots, les planètes gazeuses, ça serait des planètes qui ressembleraient à Jupiter ou Saturne. Ce seraient des planètes qui seraient uniquement faites de gaz, avec peut-être un noyau très dur au milieu, mais peut-être pas. Mais peut-être aussi, il serait possible que ces planètes gazeuses, grandes planètes gazeuses, qui feraient peut-être 5 fois la taille de Jupiter, pourraient autour d'elles abriter plusieurs satellites. Comme des lunes qui peut-être être en dur, donc qui deviendraient des planètes telluriques autour d'une espèce de grosse masse gazeuse, avec possibilité, là encore, si les conditions sont bonnes, apparition de complexes aussi. Mais sinon, d'une façon générale, voilà, pour arriver à une planète qui ressemble, il faut une zone d'habitabilité autour d'une étoile. Les étoiles, vous vous rappelez, il n'y a pas tant de catégories d'étoiles que ça. Il y en a des géantes, il y en a des naines, il y en a des petites, il y en a des moyennes, mais il n'y en a pas tant que ça. Donc on a bien catégorisé les étoiles que l'on aperçoit dans le ciel suivant leur couleur, etc. Bref, on a une bonne idée de l'étoile, comment elle est. Donc on connaît sa chaleur, on connaît ce qu'elle dégage comme énergie, on sait approximativement où pourrait se situer une zone d'habitabilité autour de cette étoile. Trop près, c'est pas bon. Trop loin, c'est trop froid. Alors le trop chaud, évidemment, bousille tout. Le trop froid gèle tout, donc empêche l'évolution. Donc il y a une toute petite fenêtre où éventuellement certaines planètes pourraient abriter un endroit magique où la chimie organique, ou la chimie d'une manière générale, pourrait s'organiser pour fabriquer, pour complexifier, commencer à complexifier des choses
Voilà. Alors, il y a 2 sortes de planètes, les telluriques et puis les gazeuses. Bon, voilà. C'est très peu observable. On en parlera de savoir comment on détermine la présence d'une exoplanète autour d'une étoile. Et grâce au télescope James Webb Telescope, on va peut-être s'approcher de plus en plus de voir la composition de ces planètes et de voir s'il n'y aurait pas de l'eau ou de l'oxygène ou des choses comme ça qui montreraient peut-être, là encore une fois, toujours possibilité de vie. Effectivement, et on parlera de ces mondes possibles, même si on peut difficilement les observer ou avoir des preuves quant à leur nature, mais certains scientifiques imaginent des mondes glacés comme sur Europe, sur le satellite de Jupiter, des mondes qu'ils appellent des super-terres, avec comprises entre 5 et 10 fois la masse de la Terre, et puis on a aussi des mondes qu'ils appellent boucles d'or, qui seraient encore mieux que notre Terre, avec des conditions encore plus parfaites pour accueillir la vie. Donc tout ça, bien sûr, on en parlera, et puis on essaiera de s'imaginer ce à quoi les paysages de ces mondes étranges peuvent ressembler. Donc peut-être que finalement, comme l'a dit Willy, avec le télescope James Webb, on va en apprendre davantage, et peut-être que d'ici les quelques dizaines d'années, on va s'apercevoir que la vie est finalement un phénomène banal et répandu dans l'univers. Rien que dans notre système solaire, nous comptons déjà plusieurs mondes susceptibles d'abriter la vie et qui font l'objet de recherches actives telles que Mars, Encelade, Europe ou Titan, satellite de Jupiter ou Saturne, et ça fait déjà beaucoup de possibilités rien que pour une seule étoile, notre Soleil. Oui, alors c'est vrai que dans notre environnement immédiat, Mars, Encelade, Europe, etc., tout dans notre système solaire, Mars, c'est un gros potentiel de vie, mais pour l'instant, on n'a toujours rien d'extraordinaire. On n'a toujours rien vu. Ou si la vie est apparue, elle a disparu. C'est pour ça, c'est pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, que sur Terre, ça fait 3,5 milliards d'années que la vie existe, mais peut-être que sur Mars, ça n'a pas duré très longtemps. On ne sait pas. On est en train de chercher. Par contre, il y a d'autres satellites qui tournent autour des grosses planètes, comme Encelade, Europe ou Titan, qui, elles, sont des planètes en dur, mais en fait, ce sont des planètes en glace. Certaines sont en glace, avec une croûte de glace d'une dizaine de kilomètres d'épaisseur, avec en dessous un océan, et avec un océan d'eau liquide, avec peut-être une température suffisamment basse pour peut-être abriter du complexe. Mais bon, pour l'instant, n'ayant pas reçu de coups de téléphone ni d'ondes radio émises par leur télévision de là-bas, pour l'instant, disons qu'on serait éventuellement plus avancé qu'eux. Mais pour l'instant, c'est difficile d'avoir une idée là-dessus. Effectivement, la grande question par rapport à tout cet optimisme, c'est oui, mais effectivement, si la vie serait si répandue dans l'univers au vu des statistiques, alors où sont-ils et pourquoi personne ne nous a déjà contactés? C'est bien sûr une des réponses auxquelles on apportera, ou les scientifiques ont même cherché d'éventuelles réponses à cette question. Et vous vous en doutez, c'est très compliqué d'étudier ces mondes lointains, comment les observer, parce que il ne suffit pas de les observer avec un télescope à la manière dont on observerait Mars ou Saturne. Il faut se rappeler la différence de taille entre, par exemple, notre étoile et notre Soleil. Julie, tu pourras peut-être nous redonner cette échelle de taille immense. Et donc, il faut s'imaginer pouvoir voir une planète graviter autour d'une autre étoile située elle-même à plusieurs dizaines, milliers d'années-lumière. Et puis, il faut se rendre compte donc des distances qui nous séparent de ces voisines stellaires. Et c'est finalement, on peut chercher comme une aiguille dans une botte de foin. Oui, alors, mais avant de parler des méthodes de détection, juste une petite chose, au moins, la seule chose qu'on sait, c'est qu'il y a la vie sur Terre. Et alors, la chose la plus démente, c'est que, où que vous alliez au pôle Nord, que vous alliez dans n'importe quelle forêt, il y a la vie partout. Vous soulevez un caillou, il y a de la vie partout. Et la vie est totalement différente. Il existe des espèces complètement dingues. Alors, de là à imaginer que c'est très facile que l'apparition de la vie arrive quelque part et puis se diversifie dans tous les sens pour aller dans tous les sens. On en reparlera, tout ça, de la notion d'évolution. C'est quand même déjà extraordinaire que sur notre planète Terre, on puisse au moins voir ça là-dessus. Alors, bien sûr, maintenant, ailleurs. Comment fait-on ailleurs? Alors, tout simplement, on est tout à fait capable maintenant, en regardant les étoiles. Bon, les étoiles, regarder avec un télescope, ça donne pas grand-chose en général. C'est toujours un petit point, quoi qu'il arrive, même avec les énormes télescopes. Mais on a maintenant des instruments électroniques qui sont suffisamment puissants pour permettre de mesurer un petit peu les trajectoires des étoiles et puis d'essayer d'avoir un maximum d'informations sur ce qui se passe aux alentours de cette étoile. Et on arrive assez facilement, enfin non pas facilement, mais on arrive quand même à déceler
l'environnement d'une étoile. Et c'est un peu comme ça qu'on a découvert les exoplanètes qui tournent quasiment, sans doute avec beaucoup de chance, autour de quasiment toutes les étoiles, sauf certaines étoiles, bien sûr, qui devraient être stériles. Alors, il faut se rappeler aussi donc une différence de taille entre une étoile et une planète, par exemple, pour voir, vous essayez d'imaginer, c'est complètement dingue, comment peut-on, à quelques années-lumière, voire quelques dizaines, ou voire quelques milliers d'années-lumière, voir ce qui se passe autour d'une étoile. Pour vous donner une idée simple, eh bien, notre Soleil, si c'était une boule d'1,50 m, 1,50 m, vous voyez très bien ce que c'est qu'un 1,50 m, eh bien, il faudrait mettre à 150 mètres la planète Terre, qui serait une petite bille de 1 cm. 1 cm. Donc, comment, vu d'extrêmement loin, voir la petite bille d'1 cm à côté d'une étoile extrêmement brillante? Donc ça, c'était le challenge numéro 1, savoir comment faire pour déterminer. Eh bien, on a réussi à le faire. On a réussi à voir des planètes graviter autour d'étoiles gigantesques comme le Soleil. Voilà, déjà, maintenant, la première étoile, c'est Proxima du Centaure, 4 années-lumière. On a découvert des planètes autour, mais 4 années-lumière, je vous rappelle que c'est extrêmement loin, et pourtant c'est notre voisine. Donc c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin. Et on expliquera bien sûr dans un épisode, là aussi, toutes les techniques de pointe qui sont nécessaires pour trouver une étoile et puis la confirmer, bien sûr, parce que il faut que plusieurs méthodes concordent pour vraiment prouver qu'il y a une planète autour d'une étoile. Et donc, vous l'aurez compris, on ne pourra probablement jamais voir à proprement parler ces mondes, et encore moins y envoyer des sondes, c'est très peu probable, mais les scientifiques peuvent compter sur leur imaginaire grâce aux données d'observation et aux connaissances des lois physiques qui sont universelles et qui s'appliquent partout, y compris là-bas, sur ces mondes lointains. Et donc, ils tentent d'imaginer les formes de vie exotiques qui pourraient se former sur ces mondes et que nous allons explorer au cours des prochains épisodes. Eh bien, une dernière petite information, rappelez-vous, c'est quand même extrêmement important. Rappelez-vous que notre étoile la plus proche, l'étoile la plus proche du Soleil, dont je viens de parler, Proxima du Centaure, elle a une planète, elle a peut-être plusieurs planètes, enfin bon bref, imaginons que cette planète soit habitable, qu'il y ait de l'oxygène, de l'eau, etc., qu'il y ait de la vie. Eh bien, rappelez-vous que pour aller là-bas, avec nos vaisseaux spatiaux actuels, il faudra 80 000 ans. Donc si notre voisine, on peut aller la voir que dans 80 000 ans, donc si la vie est ailleurs, on peut commencer à comprendre qu'éventuellement s'il y a une vie intelligente, au moins à notre niveau, voire supérieur, c'est extrêmement difficile et de communiquer et de se déplacer pour se rencontrer. Donc d'une manière triste, nous sommes relativement seuls. Voilà pour moi. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Poussière d'étoiles. On espère que cette nouvelle thématique qui va se poursuivre tout au long des épisodes vous plaît. N'hésitez pas, si c'est le cas, à nous le faire savoir, toujours de la même façon, en nous envoyant des commentaires sur nos différents réseaux sociaux. Mais le plus important, vous le savez, de mettre une note ou un commentaire sur iTunes, mais également pour les utilisateurs de Spotify, et vous êtes nombreux, eh bien il est également possible maintenant de noter l'émission et de mettre un commentaire. En attendant la sortie d'un nouvel épisode de Poussière d'étoiles, vous pouvez bien entendu aller écouter notre autre émission, Mais à quoi ça sert, dont le prochain épisode sera d'ailleurs consacré aux semi-conducteurs. Et quant à nous, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Poussière d'étoiles. This iHeartRadio station is brought to you by Vitamin Water.